Il y a à peu près un an, j'avais posté une vidéo qui s'appelle Deuil, que je te mettrai dans la description si tu ne l'as pas vue, dans laquelle je t'expliquais que pour la première fois de ma vie, j'étais confrontée à la mort d'un membre de ma famille proche, puisqu'il s'agit de mon cousin Germain. Et cette vidéo, je l'avais tournée dans un moment de bouleversement, un moment où vraiment j'avais des émotions très fortes qui naissaient en moi, et en plus de ça, j'étais déjà en état dépressif avant d'apprendre la nouvelle. Du coup, c'était vraiment un moment de ma vie qui était assez atroce à passer. Et j'avais fait cette vidéo un peu à chaud pour expliquer qu'en gros, j'étais pas capable de penser à autre chose, que je n'arrivais pas à travailler, que je n'arrivais pas à étudier, que j'arrivais à rien faire en fait, et que j'avais juste besoin de poser quelque part ma douleur, donc dans une vidéo notamment, pour ensuite rester tranquille quelques mois, puisque ça a duré quelques mois. J'ai fait une pause après ça qui a duré, je crois, 3-4 mois. Bref, donc ça c'est pour le contexte, et aujourd'hui on est à peu près un an plus tard. Et j'aimerais revenir sur cet événement pour t'expliquer en gros l'évolution de ma pensée, de mes sentiments, de mon état par rapport à la mort en particulier. Un premier point que je voulais aborder, qui m'a été très demandé d'ailleurs, c'est est-ce que j'ai ressenti les étapes classique entre guillemets d'un deuil, c'est-à-dire d'abord le déni, puis ensuite la colère, puis ensuite franchement je les connais pas très bien parce que en réalité ça m'intéresse pas vraiment. Je suis désolée pour les personnes qui voulaient que je m'exprime là-dessus. J'en ai entendu parler de ces étapes qui sont censées être passées pour pouvoir finaliser un deuil. J'ai cru comprendre que les personnes qui ont étudié ça disent que tout le monde vit les étapes différemment, parfois ne le vivent pas dans le même ordre, etc. Bref, mais en réalité, j'ai pas trop approfondi là-dessus parce que je voulais pas... En fait, je voulais juste vivre mes émotions spontanément. Je voulais pas forcément être dans l'analyse de ce que je ressentais, puisque déjà de base on partait sur une personne qui était très dépressive à ce moment-là, et on rajoute cette mort par-dessus, et j'en parle d'ailleurs dans certaines de mes vidéos. J'étais fatiguée de par le fait que j'étais en dépression déjà à ce moment-là, avant même d'apprendre la nouvelle. J'étais déjà dans un état dans lequel je passais mon temps à m'analyser, à décortiquer ma vie, à me juger, à me scruter dans tous les sens. Et là, en fait, le moment du décès de mon cousin, il y a eu comme un moment où il y avait juste des émotions. Il n'y avait plus la place pour réfléchir, il n'y avait plus la place pour interpréter, il n'y avait plus la place pour prendre du recul, pour rien. Il y avait juste de la place pour les émotions brutes, spontanées, crues, soudaines en fait. Ça n'a pas duré immensément longtemps non plus, je crois que ça a duré quelques semaines, parce qu'après je suis revenue à mon état analytique dépressif, d'auto-jugement constant, etc. Mais à partir du moment où il y a eu le décès jusqu'à quelques semaines plus tard, c'était vraiment un tourbillon d'émotions en moi, et j'avais pas envie de tout de suite mettre la tête dans comment vivre un deuil, comment surmonter la mort d'un proche, comment gérer ci, comment gérer ça. C'était pas ma priorité en fait. Même maintenant, je ressens toujours pas forcément le besoin de me documenter là-dessus, mais je pense que ça peut être intéressant. Si j'en crois ce que j'ai pu voir passer à propos des étapes du deuil, j'ai quand même l'impression de pas trop être concernée par ce processus exact, et je pense que c'est peut-être dû au fait que mon cousin en question ne vivait pas avec moi au quotidien. C'est pas une personne qui me manque tous les jours, comme ça aurait pu être le cas si par exemple c'était un de mes parents qui était mort, ou mon copain, ou ma sœur, qui sont des personnes avec qui je partage le quotidien. Là, c'est une personne qui habitait sur un autre continent, à l'autre bout du monde, qui certes fait partie de ma famille proche, qui certes est une personne que j'aimais, mais que j'aime toujours aujourd'hui énormément, à qui j'étais très attachée, que je prenais beaucoup de plaisir à voir, avec qui j'ai partagé des moments joyeux et plein d'amour et d'affection.
Mais ça restait quand même une personne avec qui je partageais pas ma vie de tous les jours. Et donc, par exemple, typiquement, la sensation de manque, moi, je la ressens pas. Je n'ai pas le manque en soi de mon cousin. J'ai eu des moments où ça a pu me faire ça, il a pu me manquer, en effet, notamment quand je suis en Colombie et qu'il n'est pas là. À ce moment-là, oui. Mais là, dans ma vie de tous les jours, techniquement, rien n'a changé pour moi. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est ce que peuvent bien ressentir des membres de ma famille. Et ça, je vais y revenir. Mais voilà, du coup, je pense que typiquement, ça fait que je me reconnais pas forcément dans les étapes du deuil parce que voilà, il y a cet élément comme le manque qui revient pour beaucoup de personnes, mais qui chez moi n'est pas forcément présent. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi à gérer en fait dans cet événement, c'est 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que ce cousin en question, c'est le fils d'une tante avec qui j'ai vécu pendant des années à Genève du coup. Elle a vécu avec moi pendant une bonne douzaine d'années. C'est une personne que je considère comme une de mes mamans, puisque je considère que ma grand-mère est une de mes mamans, ma tante est une de mes mamans, ma mère est ma mère. Et du coup, ça a été le premier immense choc en fait pour moi, c'était de me dire merde, là elle va en chier. Et le fait de savoir qu'une personne que t'aimes vraiment profondément, avec qui pour le coup tu partages vraiment le quotidien, puisque ma tante pour le coup c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé de longues années de ma vie à vivre sous le même toit, à partager énormément de choses ensemble, et ben le fait de savoir que cette personne souffre à ce point, parce que c'est une mère qui perd son enfant, enfant certes qui à ce moment-là avait déjà 30 ans, mais ça reste quand même son fils, et ben ça pour moi ça a été vraiment très troublant, très bouleversant, parce que je voyais bien que ça allait dévaster ma tante. Ma mère aussi, elle était extrêmement heurtée par l'événement en question, et en fait c'est plus les répercussions que ça a eu sur les autres membres de ma famille qui m'a angoissée, qui m'a stressée, qui m'a rendue triste en fait, parce que j'ai vu à quel point ça avait ébranlé en fait tout un groupe, et que c'était pas juste ponctuel quoi, qu'il y avait vraiment des fortes relations qui étaient déstabilisées par cet événement. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que c'est celui qui m'a le plus fait mal, et c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui reste c'est vraiment atroce en fait, parce que j'arrive toujours pas à relativiser sur les circonstances de sa mort, mais en fait, il a été assassiné, mon cousin. Il a été tué à l'arme blanche. Et rien que le fait que cette mort soit le résultat d'une action meurtrière de quelqu'un, c'est déjà vraiment très douloureux à vivre. Mais en plus, il y a des circonstances qui font que ça rend la situation encore plus délicate dans mon cas. J'ai appris son assassinat le 17 décembre 2019. Il avait été tué le 11 décembre 2019. Ça veut dire que pendant une semaine, on ne savait pas où il était. En fait, il a été tué dans une autre ville et on n'avait pas de ses nouvelles. Et en fait, c'est la morgue qui a appelé ma tante, qui ensuite nous a appelé nous. Et du coup, bref, c'était très déroutant. Et suite à cette annonce, un mois plus tard, je partais en Colombie pour apporter mon soutien à ma famille, surtout à ma tante en l'occurrence, qui entre-temps était rentrée là-bas. Elle était rentrée même pas 6 mois avant de la mort de son fils. Donc ça veut dire que pendant des années, elle n'a pas vécu avec lui. Là, elle rentre chez elle et quelques mois plus tard, on tue son fils, quoi. Bref. Donc je vais là-bas, je fais ce que je peux pour lui apporter mon aide, mon soutien, l'aider dans des choses administratives, etc. qui n'étaient pas gérables pour elle. Et là-bas, j'apprends en gros qu'il y a 2 personnes qui sont suspectées de la mort de mon cousin, mais qu'on peut rien faire contre elles parce que on est dans un système qui n'est pas le même qu'ici. En fait, là-bas, il y a beaucoup de problèmes de corruption de la police, etc. Et du coup, ça veut dire que si on voulait que ces 2 individus... qu'il y ait une enquête sur ces 2 individus et qu'il y ait un procès ou je ne sais quoi,
en tout cas, si on voulait les poursuivre, eh ben, on s'exposait à des grands risques en fait, parce que les circonstances de la mort de mon cousin sont très floues en fait. Pour faire simple, en fait, on a peur de potentielles représailles, c'est-à-dire que si on poursuit ces personnes ou si on cherche à en savoir plus sur les circonstances de la mort de mon cousin, on a peur en fait qu'il y ait des personnes qui s'attaquent à nous. En fait, on sait pas à quoi on est confronté, on sait pas. C'est très flou. À nouveau, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de points d'interrogation, bref, c'est vraiment un bordel sans nom. Et du coup, ça rend la situation encore plus tumultueuse et difficile à analyser, à décortiquer, à accepter, parce que on doit vivre avec l'idée que les auteurs de ce crime peut-être continuent de faire ce genre de choses ou pas. Enfin bref, on sait pas. Et c'est vraiment une situation hyper douloureuse et compliquée et tristement, j'aimerais pas dire courante parce que c'est pas le cas, mais qui est beaucoup trop fréquente, en tout cas pour des personnes comme ma tante, c'est-à-dire des mères de famille en Colombie, dans les zones d'où nous on vient, parce que clairement les homicides c'est pas quelque chose de très rare, en tout cas de là où on vient. Ma tante n'est de loin pas la seule femme à avoir perdu un enfant à cause de circonstances étranges et floues, etc. Et du coup, même si mon cousin, c'est pas un cas isolé parce que des homicides dans ce genre, on en voit tristement beaucoup trop là-bas, et ça rend pas le truc non plus moins grave, quoi. J'ai ressenti le besoin, quelques temps après être revenue de Colombie, de me recueillir d'une certaine manière, parce que en fait, du coup, on n'a pas forcément eu de funérailles, de cérémonie ou quoi que ce soit. En plus, c'était juste avant qu'il y ait le confinement par rapport au Covid et tout. Et du coup, la situation à nouveau là était encore plus tendue parce que on sentait déjà la situation se complexifier et tout sur plein d'aspects. Revenant de là-bas, j'étais vraiment au pire de mon état dépressif. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre un traitement, etc. J'ai eu vraiment le besoin de prendre des moments en fait pour méditer là-dessus. Parce qu'en fait, il y a eu une période de ma vie, d'ailleurs on peut le voir dans des vidéos que j'ai faites au début de ma chaîne, où j'avais beaucoup foi en des principes d'ordre spirituel, en un dieu, en plein de choses en fait qui donnaient du sens à ma vie, et progressivement j'ai perdu la foi pour plein de choses. Et il y a eu ce moment où j'ai ressenti lors de cette mort le besoin comme de me reconnecter à quelque chose de plus fort, de quelque chose peut-être de plus irrationnel, de plus grand. J'ai eu comme un sentiment d'avoir besoin de trouver un moyen de me connecter en fait à lui, à mon cousin, d'une manière ou d'une autre. Et si ça devait passer par des biais complètement irrationnel ou quoi que ce soit, c'était pas grave, parce que tout ce que j'avais besoin c'était d'avoir l'impression de me recueillir et d'entrer, j'ai pas envie de dire d'entrer en contact avec lui parce que je ne crois pas en fait aux esprits, aux fantômes, etc. Pas du tout, mais entrer en contact en fait avec son souvenir. Et du coup j'ai ressenti le besoin comme de faire un petit rituel spontané, personnel en fait. Je me suis pas inspirée d'une quelconque culture ou quoi que ce soit, mais juste j'ai imprimé en fait une photo de lui quand il était tout jeune et une autre peu avant son décès. J'ai collé ces photos sur une sorte de carton, enfin bref, je voulais avoir en fait son portrait, mais que je pouvais tenir dans mes mains. Et pendant quelques semaines, en fait, j'allumais des bougies tous les jours et je me suis assise à contempler son portrait et à laisser en fait mon esprit et mes émotions me traverser par rapport à ça. Par exemple, c'est une personne qui aimait beaucoup la musique électronique, et pendant que je faisais ça, des fois j'écoutais de la musique électronique pour
je sais pas moi, pour mettre une ambiance de hey, c'est de la musique que t'aimes, tu te rappelles et tout, enfin bref. Et du coup, je sais pas si c'est de la méditation, une forme de prière, je sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais juste ça m'a fait du bien de... C'est comme si j'avais besoin en fait de rester sur une image qui soit pas aussi violente que un assassinat et que je voulais juste faire ressortir des choses qui le représentent et qui me font du bien en fait quand j'y pense. Et ça a été vraiment bénéfique pour moi, le fait d'avoir pendant quelques jours être confrontée en fait à son portrait. D'ailleurs il est toujours là, il est accroché sur mon mur. Y a des gens pour qui c'est pas possible de faire ça, qui doivent vraiment effacer tous les souvenirs de la personne parce que sinon c'est trop dur et tout. Alors moi c'est pas le cas du coup. Et ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir mon petit truc dans lequel il n'y avait que moi, ma douleur, son souvenir et mes souvenirs avec lui aussi. Donc ça a été quelque chose qui m'a pas mal aidé. Et du coup si tu en ressens le besoin, cherche les moyens pour toi de créer cet espace de recueillement, même faire un petit... tu vois, moi j'avais vraiment fait un petit coin, j'avais mis des quartz en forme de cœur à côté de lui et tout. Enfin bref, j'avais fait mon petit coin pour lui, quoi. Je sais qu'il y a ma mère qui a ressenti le besoin d'aller à l'église, ce genre de choses. Bref, donc voilà, on peut trouver des petites choses comme ça pour nous accompagner dans le processus. Parfois, il y a des moments où j'ai des réactions un peu spontanées de trigger en fait, où ça c'était surtout au début, maintenant c'est plus trop le cas, mais parfois je tombe sur un article de journal, où j'entends des gens parler dans le bus, ou je vais voir un passage dans un film ou dans une série, ou je vais tomber sur un jeu vidéo, bref ça peut être n'importe quoi qui va me rappeler les circonstances de la mort de mon cousin. Donc je sais pas, ça peut être des couteaux, quelqu'un qui parle, qui dit pour rigoler une expression du style ah je vais te planter, des trucs comme ça. Enfin dès que j'entends ou je vois des choses en relation avec des armes blanches, surtout que, je le rappelle, j'ai un grand point d'interrogation sur comment il a été vraiment tué. Est-ce que... trigger warning, d'accord, hein, sur des trucs un peu gore là tout de suite, mais est-ce qu'il a été torturé? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce qu'il a été exécuté? Combien de coups il a reçu? Avec quel type d'arme il a été tué? Dans quel endroit c'était? Est-ce qu'il est mort seul? Est-ce qu'il a agonisé? Enfin, tout ça, c'est des choses, j'aurais jamais la réponse, je crois. Et du coup... ça rend toutes les possibilités possibles. C'est-à-dire que du coup, dès qu'on va évoquer quelque chose qui peut potentiellement faire partie du scénario que je ne connais pas, eh ben, ça peut me trigger un peu et me faire sentir pas bien. Par exemple, là, cet été, à 2 reprises, j'ai refusé de faire des jeux de groupe style paintball. Parce que, alors même si le paintball, c'est genre des pistolets de billes de peinture, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec les armes blanches, mais même ça me rendait mal à l'aise, quoi. Je voulais pas faire ce genre de choses. L'idée d'être pendant 1 heure ou plus en train de se tirer dessus avec des billes de peinture, pour moi, rien que le fait d'entendre le bruit du pistolet qui lance les billes, l'idée me mettait mal à l'aise en fait, et du coup j'avais un peu des comportements d'évitement comme ça, où par exemple aussi je m'étais remise à regarder Breaking Bad avec mon copain, et il y a des moments où j'étais incapable de regarder la série, où je me mettais à pleurer mais frénétiquement comme pas possible, parce que Breaking Bad c'est une série parfois avec des scènes très violentes, et puis en plus de ça il y a tout l'imaginaire aussi autour des gangs, de tout ce qui concerne l'Amérique latine, tout ça, des choses dans lesquelles je ne sais pas s'il a traîné lui, et du coup tout ce qui a un rapport avec ça, ça me trigger en fait. Et il y a eu tout simplement des moments où j'ai ressenti le besoin de dire à des personnes qui m'entouraient d'arrêter de parler de certaines choses, ou de ne pas utiliser des images qui me dérangeaient, en tout cas pas quand j'étais là, please, parce que justement les gens se rendaient pas compte, mais moi ça m'ébranlait beaucoup en fait d'entendre soit des blagues, soit pas sur la mort de mon cousin directement, mais voilà, des trucs qui pouvaient avoir un lien avec les circonstances de sa mort sans que ce soit directement par rapport à lui. Bref. En discutant avec certaines personnes, j'ai compris que j'étais confrontée à un phénomène
qui est très partagée par des personnes qui sont en deuil, c'est l'idée que si on n'est plus triste ou si on n'est plus en colère par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à la perte de cette personne, et ben c'est comme si on ne l'aimait plus, ou comme si on oubliait son existence, comme si en fait le seul moyen de faire perdurer la mémoire de cette personne était le fait de ressentir de la tristesse vis-à-vis de ça. J'imagine que selon la proximité qu'on avait avec la personne, ça change, hein. Bien sûr, je pense que par exemple si j'étais mère et que je perdais mon enfant, ce serait beaucoup plus présent que la situation que moi je vis actuellement. Mais même dans cette moindre mesure, entre guillemets, je peux ressentir ça aussi. Enfin, plus maintenant, mais j'ai pu le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai dû m'autoriser à laisser derrière moi la haine, la rancœur, la douleur par rapport à ce qui s'était passé. Parce que j'ai compris qu'en gros ça le ferait pas revenir, que ça ne rendrait pas justice et que de toute façon ça allait juste me bouffer de l'intérieur. De pas lâcher prise en fait, c'est vraiment ça. Ça aurait pas été désirable si par exemple j'étais dans un processus de procès pour poursuivre les personnes ou quoi que ce soit. Enfin, évidemment que dans ces circonstances-là, il faut garder un moteur quelconque. Mais là, en l'occurrence, c'était juste comme ça. Il fallait qu'on l'accepte. Et du coup, il fallait laisser tout ça partir. Et je pense que non, en fait, c'est pas en laissant la douleur derrière soi qu'on oublie la personne ou qu'on n'est plus... Enfin, qu'on n'a plus de considération pour ce qui lui est arrivé, parce que c'est très bateau ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai. Je pense que la personne de là où elle est, si elle est quelque part et qu'elle nous voit, nous entend, nous sent, je pense que ça la ferait beaucoup souffrir de nous voir dans cet état pour ce qui lui est arrivé et qu'elle voudrait juste qu'on ait un souvenir d'elle rempli d'amour et d'affection. En fait, c'est ça que je voulais ressentir. Je voulais ressentir de l'amour, de la compassion, de l'empathie, je voulais ressentir des bonnes choses vis-à-vis de lui et de son souvenir. Je pense qu'au contraire, c'est pas une trahison ou c'est pas un oubli, mais c'est une manière de lui rendre hommage de la meilleure manière possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a pu faire un peu de bien. Et que si tu es dans une situation similaire, tu trouveras tôt ou tard la paix et la sérénité. En tout cas, je te le souhaite. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.